perd en qualité d'année en année les réformes de la dernière décennie, donc pour ambition de moderniser les apprentissages ne semble avoir rien changé. Au contraire, la fraude s'est modernisée, touchant ainsi la crédibilité donc des évaluations. L'ancien ministre de l'enseignement préuniversitaire, professeur Banobari, constate et invite à prendre conscience de la déliquescence donc d'un secteur stratégique. Eh bien, on essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec notre invité, problème de gouvernance en Guinée. Professeur Banobari fait son analyse, il sera avec nous ce matin. Il faut le rappeler, il est ancien ministre donc de la République. On va continuer le débat, mon cher Jacques Liwa, avec cette précision également aussi, l'explosion donc du dépôt pétrolier. Le chef de la junte demande enfin l'ouverture d'une enquête, Jacques Liwa Lino. Oui, alors on va dire que c'est l'information de la semaine dernière et ça sonnait comme quelque chose d'assez étonnant pour nous qui suivons cette actualité depuis 5 mois. On a entendu beaucoup de choses de la part des gouvernants, parce qu'il faut dire que dès qu'il y a eu l'explosion, à l'époque, le procureur général, donc l'ancien procureur général, avait annoncé l'ouverture des enquêtes. Sauf que, je crois, dans la même semaine, on a vu deux anciens ministres, donc deux ministres, un ancien ministre et puis un ministre qui est toujours en fonction, donc le porte-parole du gouvernement qui sort pour dire que c'est un accident et que cela a pu arriver ailleurs. Et puis le ministre de la Justice qui répète donc la même chose. En clair, l'enquête aussitôt ouverte a été fermée par ces deux déclarations de ces deux hauts responsables du gouvernement. Parce que l'un qui parlait au nom de tout le gouvernement et l'autre qui parlait au nom de l'appareil judiciaire et en quelque sorte au nom du procureur général qui avait annoncé l'ouverture des enquêtes. On fait donc 5 mois dans l'attente. Évidemment, on était arrivé à la conclusion bien simple, on ne connaîtra jamais ce qui est arrivé du côté de Koronti. Et là, on écoute le chef de l'État qui demande, après l'incendie au camp Almami Samori Touré, et donc qui va demander l'ouverture d'une enquête. D'abord sur les incendies globalement, mais il s'est beaucoup appuyé, selon le compte-rendu du Conseil des ministres, sur l'incendie au dépôt pétrolier. Je vais lire exactement ce que le compte-rendu a dit. Le chef de l'État, Mamadi Doumbouya, a chargé le comité de gestion de la crise de prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir des réponses concernant les éléments factuels sur l'origine ou la cause de l'incendie, l'évaluation environnementale des conséquences à court, moyen et long terme, les incidences tangibles sur les indicateurs macroéconomiques ainsi que les mesures d'atténuation et le plan de relance de l'économie nationale, les mesures concrètes prises pour le relogement des populations sinistrées ainsi que les mesures de sécurisation et de reconstruction de la zone concernée, le plan d'indemnisation des sinistrés prévu ou mis en œuvre par les compagnies d'assurance, notamment par la Société guinéenne de pétrole. En ayant écouté ça, je me suis dit deux choses. La première, c'est que le chef de l'État, il nous écoute, parce que ça a été tellement dit ici par les chroniqueurs. Et particulièrement la semaine dernière. Et d'ailleurs, il a repris textuellement ce qui a été dit ici. L'autre chose, il a donné raison à Mohamed Ali. Bon, souvent, il n'a pas raison, mais là, il lui a donné raison. Parce qu'il avait dit, dès le lendemain de ces événements, il a dit du comité de crise qui a été mis en place qu'il ne fonctionne pas. En réalité, le chef de l'État vient de lui donner raison que ce comité de crise n'a servi à rien. Voyez-vous, le temps que ça a mis, le chef de l'État est en train de poser les questions, donc le problème, comme si l'incident venait de se produire. Moi, je me pose une question. C'est quoi la catastrophe donc? C'est quoi la logique de ce qui est en train d'être fait? La logique de ces interventions. Et même le Premier ministre qui dit la dernière fois, nous ne vous avons pas oublié, nous avons... Les grandes gueules. Les études ont été faites. Et comme par magie, c'est quand on a fait l'émission. C'est ce que je dis justement, c'est juste incroyable. C'est un démenti cinglant. C'est fou ça. Le Premier ministre qui dit qu'ils ont pris en compte toutes les mesures, les choses ont été étudiées et que les habitants de Kaloum n'ont pas été oubliés. Le chef de l'État dit il faut faire une enquête.
sur l'ensemble des choses. Au fait, le gouvernement a navigué à vue jusqu'aujourd'hui. Le gouvernement n'a aucun plan de relance, le gouvernement n'a aucun plan de relogement, le gouvernement n'a aucun plan d'indemnisation des victimes de l'explosion. Le gouvernement est donc en train de servir à la population. Ce qui est dommage, quelque part. C'est vraiment dommage. Parce que j'arrive pas... C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu faire toute cette évaluation. Mais quand même, le chef de l'État, lui aussi, il a mis du temps. Il a mis du temps. Mais il a nommé des gens qui doivent faire le travail. Je suis désolé. Si tout doit revenir au plus haut niveau... Je suis d'accord que... Évidemment, quand vous avez un premier ministre, vous avez un gouvernement, vous pouvez bien entendu dire... Baouri, quant à lui, il a trouvé cette affaire sur place. Sauf que je suis d'accord avec toi qu'il ne devait pas, je vais dire, aller comme ça, je vais dire, à la va-vite, pour essayer de dédouaner le gouvernement. Je sais qu'il est très engagé et tout, mais à un moment donné, il va falloir vraiment... pause d'abord, on essaie de comprendre avant de partir comme ça. Justement, parce que là, ce que vous dites là, avec cette sortie du chef de l'agence, ça veut dire ce que ça veut dire. Là où j'en veux un peu, c'est le fait d'avoir entendu, parce qu'il ne peut pas dire qu'il n'a pas entendu Gawal parler. Il ne peut pas dire qu'il n'a pas entendu Charles parler. Quand il disait, écoutez, c'est un accident, ça a pu passer ailleurs, ça a pu se produire ailleurs. Il a pu entendre parler ses ministres au lendemain de cette explosion. Il n'a pas réagi. Il ne peut pas attendre 5 mois après et venir dire il faut faire une enquête pour déterminer l'origine. Alors qu'il y a un procureur général qui avait annoncé, n'est-ce pas, les enquêtes. Ça veut donc dire qu'il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu d'enquête. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. J'ai pensé à quelque chose de très drôle. J'ai dit peut-être le chef de l'État, un jour, on va prendre un groupe de Guinéens, on les envoie au Libéria. On ne va pas les tuer, on va juste les prendre comme ça, on va les envoyer au Libéria. On va faire 5 mois, voire 1 an. Après, le président va se réveiller, il va dire à ses ministres, allez-y me chercher mes compatriotes. Ça fait 5 mois que les gens de Kouronti sont sans logement. Le président ne sait pas ce qui s'est passé. Le président n'a aucun plan de relogement de ces gens-là. Non, mais c'est pas le président de faire ça, sincèrement. Non, il a des gens qu'il a commis à cette tâche. Justement. Et je crois qu'à chaque fois... C'est à eux de faire le travail. C'est pour ça, l'émission du jeudi dernier... c'était panique à bord, mon cher ami. Parce que juste après l'émission, t'as vu le Premier ministre avec sa délégation du côté de Kouronti aller rencontrer... Mais je vous dis, mais les gars, mais un moment... Et ils rentrent quand même. Les grandes gueules. Monsieur de la HAC, vous pouvez quand même permettre qu'on nous dise, qu'on dise quand même qu'ils nous ont menti. Écoutez, jusqu'ici, ils nous ont menti. C'est pas une injure. Ils nous ont menti, mais beaucoup. C'est de dire qu'ils avaient un plan. Moi, je suis le président autoproclamé. Ils ont dit de contre-vérité. Je suis le président. Allez-y. À ma qualité de ça s'appelle mensonge. Les grandes gueules. Non, c'est un mensonge. À ma qualité de président autoproclamé de l'institution d'autorégulation interne, je dis que tu n'as pas menti. Bien. Et tu n'as pas injurié en me disant que c'était un mensonge. Et vu que ça vient de l'État, donc c'était un mensonge d'État. Allez. Merci. Allez-y. Mensonge d'État ou pas, on est dans un cul-de-sac. C'est un mélimolo en fait. Voilà. C'est assez compliqué. Je pense que c'est un panier à crabe. Et la mine, on est exactement le 18 décembre. Vous savez, le 28 mars 2024, c'était le 100e jour de l'incendie. 100 jours après. Donc c'était le 28 mars. Donc on est maintenant en mai. Normalement, 1 mois après, on aurait dû quand même pu avoir des éléments factuels pour nous dire attention, voilà ce qui sera à l'origine de l'incendie. Vous vous souvenez la sortie de Ousmane Gawal sur Radio France Internationale où il disait que non, la thèse d'une attaque criminelle était à balayer du revers de main. Donc l'hypothèse qu'on peut échafauder, c'était de dire que c'était une erreur, un accident qui pourrait justifier ce qui s'est passé. Mais ce sont des bribes d'informations. Vous vous souvenez, le 18 décembre, le procureur général de la Cour d'appel de Conakry avait fait une instruction au procureur de la République près du tribunal de première instance de Kaloum de lancer une poursuite. Et cette instruction date du 18 décembre 2023, qui est signée par le procureur général. D'alors. Yamoussa, hein, c'est ça? Yamoussa Conté. Donc il disait que, il dit par la présente, et ce conformément aux dispositions des articles 41, 42 et suivants du Code de procédure pénale, vous instruit de procéder sans délai à l'ouverture des enquêtes. Cette instruction au regard de la complexité des investigations devra déboucher à la mise en place du pôle d'enquêteurs composé des services ci-après. Vous avez la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie. Vous avez la direction centrale de la police judiciaire,
la Direction générale de la protection civile. Et donc, plus loin dit, ils détermineront l'origine de l'incendie survenu au dépôt des hydrocarbures de Kaloum dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023 aux environs de 0 heure, entraînant des pertes en vies humaines, etc. Donc, il dit que cette instruction, au regard de la complicité, c'était la mise en place de ce pôle. Moi, je me demande aujourd'hui, ce pôle d'enquêteurs qui avait été annoncé à l'époque, parce que nous sommes en décembre, c'est-à-dire que le lendemain même de l'incendie, le procureur général a fait cette instruction-là. Donc ce pôle-là, est-ce que le président de la République, est-ce que ces services-là, il n'a pas eu d'éléments venant de ces services, parce qu'il demande au comité de gestion de la crise de mettre à sa disposition des éléments factuels sur les causes de l'incendie. Vous avez quand même la direction centrale des investigations judiciaires. Qu'est-ce qui a été fait? On aurait pu avoir des informations de ce côté. Vous avez la direction centrale de la police judiciaire. Vous avez la direction centrale de la protection civile. La protection civile qui était sur le terrain. Donc, vous avez près de des mois après, ça fait 5 mois environ aujourd'hui, ces structures avaient été mises en place pour mener des enquêtes. On n'a aucune information. Je pense que cette sortie du président est symptomatique d'un dysfonctionnement grave au niveau de l'appareil de l'État. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui s'est passé là, c'est une catastrophe. Vous avez près de 2000 ménages qui ont été affectés par ce grandes gueules. Vous avez 11 000 personnes directement impactées par l'incendie. Sans compter qu'à l'époque, j'avais écouté le directeur, j'y arrive, il s'agit de M. Alpha Abdoulaye Diallo, qui est le directeur national des prévisions économiques lors du lancement des travaux d'évaluation de l'impact économique. Il disait que la Guinée avait perdu 413 millions de dollars dans cet incendie. 413 millions de dollars dans cet incendie. Des chiffres qui sont officiels. Et plus loin, il dit que 81% des impacts concernant les secteurs productifs et 15% des secteurs sociaux. Si vous avez une telle catastrophe, normalement, on devrait avoir aujourd'hui les raisons qui nous ont amenés à ce drame-là. Mais 5 mois après, on n'a aucune lisibilité sur l'origine de l'incendie. Ce qui est quand même grave. Dans un état normal aujourd'hui, on a pu situer les responsabilités, voir est-ce qu'il y a des personnes à sanctionner, ou bien tout simplement, puisque la Société guinéenne des pétroles, c'est l'actionnariat. Vous avez Total, vous avez Shell, vous avez l'État. Et je pense que c'est Total qui est l'actionnaire majoritaire. On aurait pu quand même situer des responsabilités. Et dans le processus de dédommagement et de relogement... Ce qui est incompréhensible d'ailleurs, hein, c'est, je vais dire, ce silence par exemple de Total. Oui, moi, mais c'est ce qu'on dit. Aujourd'hui, voilà. vous avez... Moi, je vais pas... Total ne peut pas s'exprimer si l'État a déjà le dossier à main. Oui, mais l'État a déjà le dossier à main. C'est à l'État... Il y a Vivo. Voilà, c'est à l'État de diligenter. Voilà, la société publique. D'accord. C'était à la Société guinéenne des pétroles. Il y a des actionnaires, certes, mais n'oubliez pas que le président du conseil d'administration, c'est le directeur de cette structure pour l'importation du pétrole en Guinée, là où Doumbouya était. Sonap. Le directeur de la Sonap, c'est lui qui est le président du conseil d'administration. Et la direction, elle est tournante, c'est-à-dire entre Vivo et Total. Vivo et Total. Je pense que si on avait une idée sur l'enquête, ça allait nous permettre de situer les responsables et de dire, bon, Total, Vivo et autres, dans la dynamique de relogement et de dédommagement de ces victimes-là, vous êtes certainement assurés. Bien. Donc, vous pouvez aussi accompagner l'État sur les 8 milliards. Mais ce n'est pas fait malheureusement. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? C'est pas possible? Non, mais... Ils ne peuvent pas leur demander. Des grandes gueules. Mais quand même, ça ne se passe pas comme ça, non. Non, mais quand tu dis ce n'est pas possible, Lamine, l'enquête, je dis bien, si on avait des résultats... Les assureurs... C'est ce que je dis. Si on avait des résultats de l'enquête, c'est ce que je dis. On parle de la même chose. Je dis, si on avait les résultats de l'enquête, ça allait nous permettre de situer les responsabilités et de savoir qui doit faire quoi. Mais malheureusement, à date, on n'a aucune idée. Donc, une telle sortie du président, parce que lui, il ne parle pas que de l'origine de l'incendie. Il dit oui, des éléments factuels, mais aussi la question de l'environnement. Vous vous souvenez qu'on avait vu la carte de la ville de Conakry après l'explosion. La zone, par exemple, de Faisal, du Palais du Peuple et de Kaloum, c'était des zones qui étaient couvertes par une fumée. Et il y a même un expert qui a dit, attention, il faut qu'on mette sur place rapidement des centres de dépistage gratuits pour les citoyens qui sont sur cette bande-là. Parce que si on ne le fait pas, 5 ans après ou 10 années après, des personnes risqueraient de développer des problèmes cardiaques et des maladies pulmonaires. Ce n'est pas fait à date. On n'a aucune idée de quelle est la structure qui est en train de travailler à date sur cette question. Ce n'est pas fait. Beaucoup, moi, je pense que vous dites que oui, le président, les grandes gueules. lui, c'est le chef d'État. Je suis d'accord que les services qui sont en bas doivent aussi jouer leur rôle.
je pense que certainement, il suit les médias. Et il a compris qu'il faut taper du poing sur la table. Il nous regarde tous les jours. Justement, il nous regarde tous les jours. Il se dit il faut taper du poing sur la table. Et on les envoie aussi des extraits. Justement, qu'il faut taper du poing sur la table. Il est aussi sur TikTok. Je pense qu'il y a cette rupture. Tu précises sur l'information. YouTube. Mais là, on ne te voit pas. On nous regarde sur YouTube. Voilà, on ne te voit pas. Donc, je pense qu'il est conscient de la gravité de la situation. Et sur TikTok. Voilà, il est conscient de la gravité de la situation. Et ce service-là, à mon avis, il y a un dysfonctionnement. Et ça, c'est dommage pour le pays. Parce que tous les secteurs ont été touchés, malheureusement, par cet incendie-là. Malheureusement. Allez-y, Daouda Mohamed. Voilà, un réveil tardif, on a envie de dire. Oui, c'est un réveil tardif. Et il faut déjà dire, quand on parle de comité de gestion de cette crise, on a centré la gestion de la crise à la distribution des sacs de riz et à passer de temps à autre, parce que le vendredi dans le Before par exemple, on avait le président du comité, et il a dit clairement, notre problème aujourd'hui ce n'est pas la nourriture, mais nous dire clairement on reconstruit chez vous ou on ne reconstruit pas. Mais il y a des discours aujourd'hui qui vont dans le sens, par exemple, de reconstruction des lieux sous une autre forme. On a écouté le ministre Mori Kondé qui a fait une sortie dans ce sens. Mais les sinistrés ne savent pas sur quelle base ils vont à la reconstruction de bail partagé ou de je ne sais quoi. Ils ne le savent pas. On ne peut pas être comité de gestion sans communiquer des réels éléments avec les véritables victimes, les véritables sinistrés. Ça ne se fait pas. Mais vous voulez prendre des décisions pour venir imposer aux gens. Pour l'autre question, vous avez vu quand même que quand il y a eu l'incendie, on a eu des témoignages, des personnes qui ont dit on a vu quelque chose passer, et dès que c'est passé, on a entendu boum. Ils ont parlé de projectiles lumineux. Les grandes gueules. Voilà. Et ils ont dit ainsi. Mais quelques jours après, il leur a été interdit de prendre désormais la parole. C'est vrai. Nous sommes repartis pour les entendre à nouveau. Et ils disent et ils se sont tus. Et tout de suite, on entend un ministre de la Justice qui dit qu'il faut écarter la piste criminelle. C'est-à-dire, les enquêtes sont closes. On ne parle plus de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il faut passer soit à la reconstruction du dépôt ou à la délocalisation du dépôt. Mais pour y arriver également, vous n'êtes pas seul dans la lutte, vous avez des partenaires. Aujourd'hui, c'est vrai que vous vous étonniez que Total ne prenne pas la parole ou Vivo ne prenne pas la parole, entre autres ne prennent pas la parole. Mais aujourd'hui... C'est pour la meilleure compréhension. Non, effectivement, c'est pour la meilleure compréhension. Mais aujourd'hui, l'État étant au centre de la chose, ses partenaires ne peuvent pas prendre la parole parce que c'est une décision qui va être une décision nationale. Est-ce que les partenaires vont prendre la parole pour dire quoi? Ils ne sont pas ceux qui doivent mener les enquêtes, ils ne sont pas ceux qui doivent situer les responsabilités. S'ils doivent intervenir, c'est peut-être dans la réparation. Bien. Et pour que les réparations soient faites, il faut bien d'abord savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et pour savoir ce qui s'est passé, c'est l'État qui fait ce travail. Justement, si on connaît un peu l'origine, ça peut permettre de situer les responsabilités, de savoir ce que chacun doit faire. Faire. Mais si rien de tout cela n'est fait, 5-6 mois après, et je crois que le président, tout ne lui a pas été dit. On a peut-être... Non, je dis bien, je crois que... que tout ne lui a pas été dit. Le bénéfice du doute quand même. Voilà. Je le dis ainsi, je le tiens. Je crois que tout ne lui a pas été dit dans cette situation. Parce que s'il attend 5 mois, s'il attend 5 mois pour demander des comptes, pour demander à ce qu'on lui situe l'origine à ce niveau, il faut bien aussi le savoir et il faut bien se poser la question pourquoi. Bien, merci beaucoup. Et c'est pourquoi je me dis que tout peut-être ne lui a pas été dit dans cette situation. On lui a certainement dit par moment, non, finissons d'abord avec les sinistrés. On sait qu'ils ne vont pas taper du poing sur la table pour longtemps. Et il faut juste leur donner à manger et puis voilà, ça va passer. Mais ils comprennent aujourd'hui que les sinistrés ne sont pas dans cette dynamique. C'est vrai, ne reconstruisez pas le dépôt.
ne faites rien, c'est vous qui savez comment vous allez nous donner du carburant, cherchez à le faire, mais les sinistrés aujourd'hui, c'est aujourd'hui une épine dans les pieds. Bien sûr, bien sûr. Si le président avait tous les éléments de ce pôle d'enquêteurs, je ne pense pas qu'il aurait fait une telle sortie. Des mois après. Allez-y. Parce que c'est difficile à comprendre. Ben justement, c'est incompréhensible. Allez-y, mon cher Mohamed Ali. Moi, j'ai envie de dire, Lamine, c'est déjà bien. C'est déjà bien que le président donne finalement des instructions dans le sens de mener des enquêtes. J'espère et je le souhaite vivement qu'on nous présentera une conclusion conséquente. J'ai envie de dire. Pas simplement une conclusion comme le comité qui a fait les enquêtes après les événements du 28 septembre, mais une conclusion qui ressemblerait à la vérité en réalité. Qu'il ne se constitue pas tout simplement et nous dire ouais, ce qui s'est passé, etc. À la décharge du président Lamine, pour vous faire plaisir, je pense que le timing... Je peux comprendre le président en fait, je peux comprendre le président qu'il retarde à donner des instructions. Pourquoi? Je trouve que pour lui, et c'est mon analyse, en ce moment-là, ça ne pouvait pas être sa préoccupation première. En fait, il y avait autre chose. Parce que, quoi que l'on dise, il est plus informé sur ce qu'il était en train de vivre en ce moment que nous. Nous ne savons que ce qui est dit, parfois de plusieurs sources différentes et parfois même contradictoirement. Lui, il était en train de le vivre. Souvenez-vous que c'était le 18 décembre. Mais déjà le 4 novembre, des jeunes étaient venus attaquer la maison centrale et ont fait fuir un chef militaire, on va dire ça comme ça, qu'on ne retrouvait pas encore. Et il y avait toute cette situation qu'il fallait gérer. Depuis là, le nombre de réformes qu'on a fait au sein de l'armée me prouve suffisamment que la situation n'était pas suffisamment maîtrisée en ce moment-là, qu'il y avait plus de risques à entrer dans une polémique d'enquête de qu'est-ce qui a fait exploser ça ou qu'est-ce qui n'a pas fait exploser ça. Je ne le dédouane pas, je dis juste que je peux comprendre qu'il est retardé parce qu'il y avait une priorité d'un autre côté. C'était après ça. Et après l'explosion, on a été confronté à plusieurs autres crises qu'on reposait sur lui. C'est pas qu'il n'était pas informé que le dépôt a explosé, on n'a pas de carburant, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Mais c'était qu'il pouvait se trouver dans une situation où cela, ce qui était prioritaire pour nous, ne pouvait pas l'être pour lui lorsqu'il s'agissait d'une question de vie ou de mort. Et la preuve, c'est qu'après, on nous a présenté quand même un scénario à la télé où on nous a dit qu'on a déjoué une tentative de coup d'État. C'est dans la même période, Lamine, rappelez-vous. Ensuite, il y a eu quand même plusieurs signes qui nous montreraient que le président, il avait d'autres préoccupations parce que même après l'explosion, vous avez vu qu'il avait retardé. On a fait le débat ici à s'adresser même à la nation. Et quand il s'est brièvement adressé, il est apparu à la télé, il a parlé, on a aussi commenté, on a remarqué un homme qui n'était pas celui qu'on avait l'habitude de voir en réalité. Il était préoccupé par autre chose que ce par quoi nous étions préoccupés, cette explosion. Exactement. Donc, qu'il donne déjà des instructions, pour moi, c'est une volonté de vouloir comprendre finalement et faire comprendre ce qui s'est passé en ce moment. Et que c'était le bon moment. Maintenant, est-ce que le travail va être bien fait? C'est toute la question. Quels sont les moyens que les enquêteurs auront pour déterminer quoi que cela soit? C'est une autre question. Bien. Les indices qu'on pouvait trouver sur place à chaud, est-ce qu'on peut retrouver les mêmes? Parce que maintenant, je pense je pense que si le pôle d'enquêteurs avait fait le travail, parce que le 18 décembre, c'est la journée même, on avait annoncé, s'ils ont travaillé... Bénéfice du doute. Non, voilà, parce qu'il y a un pôle quand même qui a été mis en place par la direction des investigations. Et c'est le même ministre qui est là encore. Justement, et la sécurité. Bachir, peut-être, peut prendre la parole pour dire les enquêteurs sont à tel niveau et certainement ils ont des éléments. Il n'oubliez pas que Bachir était au Conseil des ministres quand le président a donné ses instructions. L'un dans l'autre, peut-être, peut-être qu'ils ont travaillé. Le président serait... On aurait mieux apprécié cette demande si le président avait dit donner le rapport d'enquête. Bien. Allez-y, donner le rapport d'enquête, parce que l'enquête, quand même, ça a pris 5 mois. Allez-y, pour même un rapport d'étape. Je suppose que d'une manière ou d'une autre, le fait d'ordonner des enquêtes pour déterminer les causes, surtout, nous permettra d'éviter
la même erreur bien. Prochainement. Donc c'est toujours très bien qu'il y ait des enquêtes. Maintenant, les difficultés auxquelles les enquêteurs vont être confrontés, c'est à eux de le dire. Si c'est pas possible, c'est à eux d'expliquer qu'en ce moment-là, 5 mois après, il y a des choses que nous ne pouvons pas déterminer à cette période. Ça merci aussi, beaucoup, Mohamed Ali. C'est possible. Donc je peux parfaitement comprendre le président dans ce sens, même si par ailleurs il y a plus d'interrogations. Lamine, je trouve que les civils sous CNRD font plus de dégâts que les militaires en réalité. Surtout ceux qui s'adressent à nous. Ça peut se comprendre dans toutes les décisions qui se prennent. À un moment donné, il n'y a pas que le président qui ordonne ou qui n'ordonne pas. C'est-à-dire que même si votre travail par jour c'est de dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, à la fin de la journée, il y aurait toujours un endroit où vous n'avez pas dit à quelqu'un fais ça ou ne fais pas ça. Ouais. Mais je trouve que ceux qui sont pas militaires, ceux qui ne sont pas militaires dans cette transition, s'accordent de plus de marge de manœuvre et font plus de dégâts dans notre État que le CNRD. Malheureusement, ils sont couverts par le CNRD. Et je rappelle, pour terminer, Lamine, que je pense que ce sont les militaires, depuis Alpha Condé, je vais commencer à partir de là, ce sont les militaires qui cautionnent tous ceux qui arrivent à notre pays. Je vais le dire ça comme ça. Alpha, sur le 3e mandat, on peut le dire, s'il a osé partir, s'il a osé vraiment aller au 3e mandat, c'est parce qu'il avait confiance aux militaires. C'est parce qu'il avait confiance aux militaires. Il savait qu'il pouvait compter sur eux. Et lorsqu'il compte sur eux, rien ne pouvait l'arriver. Bien sûr. C'est pourquoi il a été étonné par le coup d'État. Et on est venu le réveiller. Parce que les militaires, c'est eux qui détiennent véritablement le pouvoir même de laisser quelqu'un faire ce qu'il veut. Les grandes gueules. Les pouvoirs eux-mêmes, ils ont repris. Les militaires, après Alpha, ils ont dit qu'ils reprennent leurs responsabilités. Bien. C'est-à-dire que c'était une prise de responsabilité. Là, mais j'ai pas fini. Donnez-moi 30 secondes. Allez-y, 30 secondes. Donc, ils ont dit qu'ils font une prise de responsabilité et ils vont faire une rectification. La rectification, ils nous ont amené des civils. Ce sont ces civils-là qui sont en train de nous déclarer aujourd'hui qu'on ne peut pas faire des élections. Ce sont ces civils aujourd'hui qui nous disent que la transition ne va pas finir en 2024, il faut attendre vers 2025 ou même 2026 pour pouvoir le faire. C'est parce qu'ils ont la couverture des militaires, comme le disent les Peuls. Vous ne comprendrez pas ce que c'est. Mais en réalité, c'est parce que ces civils-là savent qu'il y a les militaires derrière eux et qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils ont à faire. Ils peuvent déclarer, tant qu'ils pensent que ça va, ça ne va pas déranger les militaires, et ils font le dégât qu'ils font. Et je pense que c'est cautionné par les militaires. S'ils veulent que ça s'arrange, ils seuls ont les moyens de pouvoir faire en sorte que les choses marchent très bien. Mohamed Ali, voilà. Allez-y, Mohamed Mara. Oui, Lamine, moi je refuse une chose, c'est de dire que le président n'a pas peut-être toutes les informations. Sans vouloir polémiquer, je ne vous crois pas. L'homme le mieux informé de ce pays, c'est le chef de l'État. Il a au moins 4 sources d'informations, moins les médias, et des sources financées à hauteur de plusieurs milliards de nos francs par an. C'est l'homme le mieux informé de ce territoire. Vous le savez. Les grandes gueules. Un président est toujours sous-informé à un moment donné. Lorsque ceux-là qui doivent vous donner les informations entrent en intelligence contre vous, c'est que vous n'êtes plus le chef. Et voilà le pour le moment, du raisonnement que tu donnes. Pour le moment, on n'y est pas là. Dans ce cas précis, on n'y est pas. Je te rappelle que selon la charte, le CNRD, c'est l'ensemble des forces de défense et de sécurité de la Guinée. Je me limite à cela. Je ne veux pas aller sur ce terrain. Je dis qu'il est censé le savoir. Il doit se donner les moyens de le savoir. Alpha a fait son mea culpa. Alpha a dit clairement qu'à un moment donné, il n'écoutait plus les signaux. C'est lui qui l'a dit. Donc la défaillance, ce n'était pas les services de renseignement, c'était lui. Et vous avez plein de témoignages. On a plein de témoignages des gars des renseignements et d'ailleurs qui nous ont dit, on l'a alerté récemment. Le commissaire à la retraite, Diané, est sorti. Lui-même, il a dit, je l'ai appelé. Et il n'a pas décroché. Donc c'est comme ça. Alpha s'est coupé lui-même de ses sources d'information. Je dis et je le maintiens, le chef d'État est censé être le Guinéen le mieux informé du territoire. Donc il sait ce qui se passe. Deuxièmement, ce qui combat même votre argument, c'est que le général Bachir était quand même dans cette salle du Conseil des ministres. Le président dit qu'il n'y a aucun rapport. Le président dit qu'il n'y a pas d'enquête. Vous voulez que je dise quoi? Mais je veux quand même vous faire remarquer une chose, que ça, ce n'est que le communiqué issu du Conseil des ministres. Donc les propos du président ne sont pas rapportés entre guillemets. Donc on ne sait pas exactement quels sont les mots qu'il a prononcés. Ça c'est très important pour moi, prudence journalistique voulant. Parce que je ne suis pas sûr que le président tienne ce discours exactement dans ces mêmes termes. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Dès le début,
il y a eu une volonté, dès les premières heures, de ne pas faire toute la lumière. Vous l'avez dit, des autorités de la plus haute importance de ce pays ont dit, on écarte d'emblée des sources. Quand ils disent sources criminelles, il faut écarter. Sur quel élément? Sur quel renseignement ce ministre l'avait dit? Moi, je pose cette question. Parce que quand on dit cause ou source, c'est de plusieurs ordres. La source pouvait être accidentelle. Elle pouvait être accidentelle et normalement 5 mois après, on devrait le savoir aujourd'hui. Elle pouvait être... non, pour cause même de défaillance humaine. Quelqu'un peut être... Un avion par un peu craché parce qu'un pilote est extrêmement fatigué ou que peut-être même il avait des envies suicidaires parce qu'il vient de perdre sa femme, ainsi de suite. Mais on aurait dû le savoir. Simplement, les experts de ce domaine nous disent qu'il était impossible que ce dépôt-là explose comme ça sans apport extérieur. Parce que les mesures de sécurité sont revues régulièrement et ce sont parmi les plus... techniquement parmi les plus pointus en la matière et que donc ça ne pouvait pas être ça. D'ailleurs, il y a eu plusieurs départs d'incendie et ça tu le sais d'ailleurs avant même cette explosion. Mais à chaque fois c'est géré, ils ont des cabines techniques, c'est géré directement à distance. Donc il fallait déjà qu'on nous fasse la lumière. On aurait pu aussi dire que c'est d'origine technique, la défaillance. Mais là, la faiblesse c'est quoi? C'est que quand on va dire que c'est technique, automatiquement c'est la société qui gérait le dépôt, qui va répondre. Et au sein de cette société, vous avez qui? Les partenaires, en plus de l'État. Est-ce que ces partenaires-là vont accepter aujourd'hui qu'on dise que c'est leur travail qui a été défaillant? Ou que c'est leur équipement qui a été défaillant au point d'entraîner des morts? Je vous rappelle que l'ancien Premier ministre avait dit clairement que le bilan humain qu'on avait, que ce bilan-là était encore très probablement dérisoire. Je me souviens, ouais. Voilà, parce qu'il disait qu'il y avait encore des gens sous les décombres. Il y avait énormément de gens sous les décombres et ils nous avaient tous préparés à affronter un bilan beaucoup plus lourd. Ils ne nous ont même pas dit ça, alors que ça au moins, ils sont censés le savoir. Ouais. Même ça, ils ne l'ont pas dit. Donc moi, je me pose quand même des questions à ce niveau-là. Sur les conséquences, Lamine, je continue de poser les mêmes questions que j'ai posées la semaine dernière et les semaines d'avant. Les conséquences, d'abord sur le plan sanitaire. Jusqu'à présent, quelles sont les études qui ont été faites? Est-ce que la Guinée a demandé par exemple une expertise étrangère pour nous dire quelles sont les quantités de substances qui se sont volatilisées? Parce qu'il y a la quantité d'essence qui a brûlé. Mais quand ça brûle, et il n'y a pas que le dépôt, il y a des bureaux, il y a d'autres produits qui sont là, ainsi de suite. Tout cela entre en combustion. Il fallait déjà qu'on nous dise quelle est la composition de toutes les substances toxiques qui se sont évaporées de là, qu'on le sache. Quelles sont les quantités et donc les compositions et les quantités. On n'en sait rien encore aujourd'hui. Également, les étendues. Ça aussi, on ne nous en parle pas. Tu as parlé d'un relevé satellitaire à un moment donné, venu des Nations Unies qu'on a vu, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Au moment où ça s'est passé, c'était quelques heures après l'explosion. C'était assez circonscrit. Mais est-ce qu'avec le temps, avec les vents, parce que c'est quand même en bordure de mer qu'on a créé, est-ce qu'avec les vents, cela ne s'est pas déplacé vers peut-être un peu plus l'intérieur des terres, donc vers Koya, Dubrika et autres? On ne nous en a rien dit. Et si tel est le cas, on sait les substances qui se sont volatilisées, qui retombent avec le temps, quelles pourraient en être les conséquences sanitaires, donc pour les populations. À ce niveau aussi, on n'en sait rien. Quelles sont les conséquences environnementales? Qu'est-ce qui a été fait du côté de Kaloum et du côté de toute la presqu'île de Conakry pour savoir est-ce qu'il y a eu des impacts tout de suite, par exemple, sur l'écosystème même de la mer et tout ça? On n'en sait absolument rien. Sur le plan économique, il y a des ébauches. Tout à l'heure, Djib a donné quelques chiffres, mais j'estime qu'avec le temps, 5 mois après, ce sont des chiffres qui doivent être réévalués. Qu'on sache aujourd'hui exactement quel est l'impact. Parce que on a l'impression aujourd'hui que ce dépôt, l'explosion de ce dépôt est devenue une sorte de poudre de perlimpinpin qui permet aux autorités publiques de tout justifier. De justifier toutes sortes de dérapages macroéconomiques et financiers dans le pays et pour justifier toutes les mesures parfois un peu folles qu'on est en train de prendre. Moi je dis il faut qu'on sache exactement ça nous a coûté combien sur le plan économique et financier et finalement sur le plan humain. Quel est le véritable bilan? Pas seulement en termes de morts et de brûlés, mais en termes de personnes surexposées
et à quoi ils sont exposés dans les années à venir. Merci si beaucoup, on n'a pas tout cela déjà en amont, comment voulez-vous qu'on pense aux solutions? Bien. Ces solutions, on dit copropriété avec l'État. D'abord, moi, en copropriété avec l'État, je me demande qui va être le dindon de la farce. C'est quand même l'État qui est plus fort que tout. Ça, c'est un. Deuxièmement, quelles sont les évaluations qui ont été déjà faites? Bien. On les a vues, hein, mais on a l'impression que c'est beaucoup plus que tout ça. Je vous ai dit la dernière fois, il va y avoir des problèmes d'ordre juridique. Il y a des terrains qui n'appartiennent pas qu'à une seule personne, mais parfois à toute une famille, parfois à des générations. Il faut faire toutes ces études et ces études ne sont pas encore là. Merci donc on est loin du compte. Ouais. Dites-nous la vérité. Messieurs nos gouvernants, dites-nous la vérité. Merci beaucoup, mon cher Mohamed. Voilà, migration irrégulière. On parle d'une trentaine de Guinéens disparus donc en Tunisie. Daouda Mohamed Kamara, trentaine, c'est grave ça. Après Bonfi, hein. Après Bonfi, parce qu'à Bonfi on parlait de 27, même si l'État parlait de 26, mais de l'autre côté on apprenait 27, et au large du Sénégal et pour le Maroc entre autres, pour le Lampedusa. Mais pour cette autre information, c'est au large de la Tunisie, et partant de la ville de Sfax pour le Lampedusa également. Et ça amène quand même à se poser des questions. Pourquoi cette vague est maintenant? Pourquoi cette vague est maintenant? On a eu les chiffres dans le avec Tamba quand même ici. Justement, on a beaucoup de départs, mais les dégâts à telle envergure, je crois que c'est maintenant qu'on les enregistre. Il y a eu des naufrages où des Guinéens en faisaient partie, peut-être 2 ou 3, mais cette vague de Guinéens, 27 par-ci, une trentaine par-là, c'est aujourd'hui à se questionner sur vraiment quelle est la politique de rétention aujourd'hui dans le pays. Parce qu'on ne peut pas retenir tout le monde, mais il faut quand même encourager à retenir. Merci beaucoup, Daouda. Et en attendant, nous avons 3000 jeunes Guinéens qui attendent d'être rapatriés du Niger, 1200 du côté de l'Algérie et 400 du côté de l'Égypte. Donc ça fait beaucoup tout ça pour la Guinée. C'est le malaise. Le Niger, voilà. Le Niger, c'est 3000. Donc le malaise, ça c'est selon le Premier ministre. Le Premier ministre. Et là, ce ne sont même pas les camps de rétention maintenant aux États-Unis, parce que apparemment là-bas aussi on commence à prendre des mesures assez drastiques. La Guinée est première devant le Niger et puis des pays en guerre. Absolument. Et là, ça devient... C'est bon, c'est bien vraiment de poser cette question. Pourquoi il y a toujours eu des départs, mais pourquoi le rythme semble s'accélérer maintenant? C'est extrêmement inquiétant et les passeurs sont maintenant en contact directement avec nos populations. Je suis à 2 doigts de le rejoindre, ce démon-là. Parce que, Lamine, attends. Moi, mon emploi est en jeu. Tu penses que je partirai pas si j'ai l'occasion? Et c'est ça que le Cognac aime déjà le voyage. Le libéral et la Sierra Leone, ça ne nourrit plus beaucoup. Les autorités, j'ai pas entendu le ministre de la Jeunesse en parler. J'ai pas entendu le ministre de la Jeunesse en parler alors qu'ils sont les plus concernés, etc. On n'a rien vu de ce que l'État a proposé par rapport à ce drame. C'est quand même près de 50 Guinéens, jeunes Guinéens, qui en l'espace d'une semaine, plus de 50 Guinéens, plus de 50 jeunes Guinéens qui en l'espace d'une semaine, qui ont perdu la vie, le gouvernement ne bouge pas la mine. Je trouve que c'est encore très grave. Il faut le rappeler tout le temps. Sur le cas de la Tunisie, pour terminer rapidement, il y a un parmi eux qui m'a écrit, c'est lui qui a été le premier à m'informer que pendant que tu parles, il y a 30 personnes qui sont décédées sur la route. Moi-même, je suis là, j'attends. Parce que j'ai fait la promesse à ma mère de m'occuper de mes 2 sœurs et je n'arrive pas à m'en sortir au pays. Je suis prêt à repartir. Je suis en Tunisie, mais je suis prêt à traverser pour partir. Il me dit ça. Comment vous voulez qu'on retienne? Et comment on peut retenir quelqu'un comme ça lorsque l'État ne se meut même pas de la mort de ces jeunes qu'il est censé protéger et à qui il veut donner des emplois? Juste après l'émission, tu vas voir qu'il y aura un communiqué, sincèrement. Allez, merci à vous qui nous suivez au ministère de l'Information. Vous êtes à l'ARPT. Vous faites le bon choix. C'est Espace.